Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la plus belle ferme de France. Après une année 2023 où plus de 500 000 personnes ont suivi nos aventures et ont voté pour élire la plus belle ferme de France, cette année nous repartons avec le Co-Farming Tour pour des nouvelles aventures. Vous pourrez retrouver 3 catégories, la transmission, la transition et la diversification. Vous pourrez voter pour et puis élire la plus belle ferme de France. Donc allez-y, suivez-nous, c'est parti. Bonjour Clément, ça va? Ouais, ça va, merci et toi? Ça va, impeccable. Écoute, il fait beau, on est dans les Hautes-Pyrénées, c'est ça? Exactement. Bon, tu vas m'expliquer un petit peu ton exploitation. Quand est-ce que tu t'es installé et par quoi tu as commencé au niveau des productions? Et alors moi je suis installé donc depuis 2013. D'accord. J'ai repris l'exploitation familiale, donc c'était mon père qui était là avant, qui était en système broutard, qui est quelque chose de très commun dans les Hautes-Pyrénées, en blonde aquitaine. Et moi j'avais envie d'aller sur une production à valeur ajoutée, avec un peu plus de lien avec les animaux, un peu plus de proximité. Donc je me suis orienté sur du veau sous la mer. D'accord. C'est les veaux qu'on voit là-bas derrière? Exactement. Il y en a encore? Ouais, c'est ça, il y en a encore un petit peu. Voilà, on est un peu en période de transition, mais voilà, c'est un système avec donc des animaux qu'on engraisse avec le lait des vaches. Ouais. Donc vous pouvez voir, il y a plusieurs races de vaches, donc il y a les blondes aquitaines, et puis on a aussi des laitières qui sont là pour complémenter, en fait, avoir plus de lait pour bien engraisser les veaux. Et donc on travaillait avec une SICA, la SICA pyrénéenne, qui a une activité de cheville et de vente en direct via des boucheries. D'accord. Donc ça, j'ai fait ça pendant 8 ans. D'accord. Et puis au bout de 8 ans, on se rend compte que peut-être que la société elle a envie d'autre chose, il y a moins de consommation de viande, peut-être que des animaux dedans toute l'année, c'est par rapport à toi tu t'es dit aussi, il y a un truc qui ne va pas dans le fonctionnement. Quoi, voilà. Ça correspond plus à mes valeurs. Ouais, c'est ça, un peu moins, soit une remise en question. Et puis un petit rêve de gosse aussi de se dire, moi j'ai toujours voulu faire du lait et du fromage, et allez, c'est peut-être le moment, c'est maintenant, quoi, il y a peut-être quelque chose à faire. Quoi. Bon, ça on va en reparler un petit peu après. Ouais. Dis-moi un peu au niveau des terres, comment ça se passe ici? C'est quoi? C'est de la prairie? C'est des terres cultivées? T'as quelle surface? Alors aujourd'hui sur l'exploitation, il y a 105 hectares. D'accord. Il y a 95 hectares de prairies et 10 hectares de culture. D'accord. Et les cultures, c'est pour alimenter les animaux aussi? Essentiellement. D'accord. Autonomie alimentaire? Autonomie alimentaire. On essaye de travailler un petit peu d'autonomie protéique avec soit des prairies à fleurs variées ou alors des trèfles violets en pur, des choses comme ça, en arbanais, pour essayer de vraiment d'amener de la protéine et d'être le plus autonome possible. Il y a toujours un petit peu d'intrants quand il y a des rations qui ne sont pas équilibrées, on achète un petit peu d'aliments. Mais l'objectif, c'est d'être le plus autonome possible et d'avoir des fourrages de qualité pour essayer d'optimiser la culture de l'herbe et vraiment de gérer l'herbe comme une culture à part entière. D'accord, ok, bon c'est intéressant. Tu m'as dit que tu avais les animaux à sortir, on va peut-être aller les bouger et puis on va voir un petit peu à un autre endroit, c'est ça? Eh bien allez, ça marche, c'est parti. On fait ça. Je les lâche et on y va. Allez les filles. Hop. Allez viens. Viens cocotte. Bon alors Clément, tu me dis ici on est au cœur de ton exploitation, c'est les prairies. C'est les prairies d'origine qu'avait ton père aussi à la base? Oui, ça c'est vraiment l'exploitation, le parcellaire que mon père avait quand j'ai repris. Donc c'est de la prairie permanente, moi j'ai toujours connu ça en prairie. D'accord. Et la seule différence c'est que quand mon père était exploitant, c'était du pâturage continu, c'est-à-dire qu'on mettait les bêtes quand il y avait de l'herbe, elles mangeaient tout. Et puis on les sortait quand elles avaient fini. D'accord, donc des grands parcs, des grandes séparations. Grands parcs, des grandes séparations, on mettait tout ça dedans et on venait cueillir l'herbe. D'accord, et maintenant qu'est-ce que tu fais alors? Et en fait on a un petit peu rationalisé tout ça. On fait ce qu'on appelle du pâturage tournant dynamique. D'accord, c'est quelque chose qui se voit de plus en plus en élevage aussi? Ouais, c'est ça. C'est vraiment, on a une approche de cultiver l'herbe et d'optimiser vraiment le rendement et la parcelle et les parcelles. D'accord. Et ça consiste en quoi alors? Eh bien, c'est très simple. En fait, on a une grande parcelle. On va la découper en plein de petits paddocks. Là, on voit les séparations, tu vois. D'accord, là on voit les séparations. Et le but du jeu, c'est de faire passer les vaches une journée sur chaque paddock.
D'accord, alors quel est l'intérêt d'aller mettre un jour là, c'est plus contraignant pour toi quand même en termes d'organisation? C'est un peu plus contraignant en termes d'organisation, il y a un petit peu de travail au printemps en fait pour créer tous les paddocks, mais l'intérêt c'est qu'on vient toujours en fait pâturer une herbe qui est jeune, qui est tendre et qui a une bonne valeur alimentaire. D'accord, donc bonne valeur alimentaire, il n'y a pas de surpâturage non plus à certains endroits? Alors, ça c'est la difficulté du pâturage en dynamique, c'est qu'il faut éviter le surpâturage parce que si on surpâture, on va pénaliser la pousse de la suite. Pénaliser la pousse de la suite, donc on pourra revenir moins vite après. D'accord. Le but du jeu, c'est d'essayer de revenir. Le top du top, c'est 21 jours. C'est-à-dire tous les 21 jours, on peut revenir sur un paddock. Nous ici, on arrive à 25, 28 jours de temps en temps. Voilà, c'est déjà pas mal. On arrive, moi j'y trouve mon compte à 25 jours, j'y trouve mon compte. D'accord. Et ça permet aussi, donc du coup, le fait de faire baisser la végétation rapidement, ça amène beaucoup de lumière au sol, et donc ça va favoriser tout ce qui va être trèfle, légumineuses, tout ça, qui sont des plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière, et du coup on va se retrouver avec un fourrage de qualité. Si je compte bien, à 25 jours, ça veut dire 25 parcs? Oui, c'est ça. Tu es obligé d'avoir le nombre de parcs. Alors, j'imagine que les positionner en fonction des dimensions dans des pâtures historiques avec des vallons, avec des séparations, c'est un peu se casser la tête au départ pour mesurer et puis dire dans quel sens on va les mettre. Ouais, c'est un petit peu, on tâtonne et puis de toute façon après c'est sur le terrain quoi. On fait une première année, ça marche pas, on change, on essaie de s'améliorer et puis au bout de, là ça va faire 8 ans le pâturage tournant. Au bout de 4 ans déjà on commence à avoir ses marques et puis une fois qu'on a trouvé un système qui nous plaît, on le refait et puis voilà. Après c'est toujours... Et tu as trouvé ton compte, c'est intéressant, c'est économiquement rentable, où tu vois que la flore s'améliore aussi, tu entretiens mieux tes pâtures dans ce cadre-là? Ouais, c'est exactement ça. Attention à la tête. Ouais. Et c'est déjà avec la même surface qu'avant. C'est-à-dire que quand je me suis installé, on n'arrivait pas à tenir toute l'année. C'est-à-dire que l'été, on avait un creux où on était obligé d'affourager. Tous les ans, on a fourragé les bêtes l'été parce qu'on avait du mal à tenir les animaux sur la surface. D'accord. Avec le pâturage tournant, on a augmenté en rendement des parcelles parce que ce creux en fait, estival a diminué. Il y a des années, cette année par exemple, on n'a pas donné une boule de foin aux vaches. Mais on a eu une année particulière. Une année humide, voilà. Très favorable à la pousse de l'herbe, donc ça a été super. Moi, la récolte de foin. La récolte de foin, un peu tardive, mais on fait des très bons regains en ce moment. D'accord, c'est bien. Voilà. Mais donc moi j'y trouve mon compte et en termes de qualité, on a une herbe qui est jeune et on le voit surtout sur les laitières en fait où la production de lait en pâturage tournant elle a augmenté par rapport aux années d'avant. D'accord. Tu me disais aussi plus d'azote minéral sur tes prairies, plus d'engrais minéral complet sur les prairies? Plus d'engrais minéral complet sur les prairies. D'accord. On ne met que du fumier. Ok. On ne met que du fumier et surtout sur les prairies de fauche. Qui sont en fait les prairies où il y a le plus d'exportation de matière sèche. D'accord. Parce que finalement, l'avantage du pâturage tournant, c'est qu'avec une forte concentration d'animaux sur les mêmes paddocks, il y a beaucoup de retours de déjection en fait. Les animaux font via les urines, via les fesses et les bouses vont fertiliser naturellement la prairie. Et dans le cycle, ce qui a été fait au départ, 21 jours après, il commence déjà à avoir de l'action sur la pousse de l'herbe. Oui, alors c'est dans le temps, c'est sur le temps long de plusieurs années que ça s'enclenche et tout ça, qu'on arrive à retrouver une dynamique sur une dynamique du sol et qui se retrouve sur les prairies. Mais déjà au bout de 3-4 ans, on avait commencé à avoir du résultat. D'accord. Et effectivement, aujourd'hui, on ne met plus 1 gramme d'azote minéral sur les prairies. D'accord, alors c'est pas parce que tu es en bio, parce que voilà, ça n'a pas été une orientation, mais en même temps, c'est aussi parce que tu es rentré dans un système qui s'appelle le PSE. Oui. C'est ça. Alors, bon, pour en savoir un petit peu plus, on va passer à la Minute Expert, on va aller rejoindre Françoise et on va expliquer un petit peu ce que c'est à nos auditeurs. Il nous rejoint aussi, lui. Comment c'est son prénom? Molky. Molky. Bon, on rejoint Françoise. Bonjour Françoise, ça va? Bonjour. Bonjour Françoise. Alors toi, tu accompagnes entre autres Clément et d'autres agriculteurs sur le PSE. Le PSE, c'est paiement pour service environnemental, c'est ça? Comment ça se passe ici avec les agriculteurs et sur quels critères on évalue ce PSE?
Alors ici, donc on est sur un PSE construit par l'agence de l'eau Adour-Garonne. On a 3 indicateurs en fait qui vont entrer en ligne de compte. Un indicateur qui évalue la diversité des cultures, les rotations plus ou moins longues et l'usage d'engrais chimiques sur les prairies. D'accord. Un deuxième indicateur qui évalue le côté extensif des pratique et donc qui va jouer sur les IFT, donc sur l'utilisation des produits phytosanitaires sur les cultures. Et ensuite on a un troisième indicateur qui est la présence d'infrastructures agroécologiques, donc en particulier les haies et comme les celle qu'on zones a humides, derrière nous. comme celle qu'on a derrière nous. Et donc, au vu de ces 3 indicateurs, il y a des notes fournies au vu de l'audit qui est réalisé sur l'ensemble de l'exploitation. Et au vu des résultats de ces notes, au-delà de 16 points sur 30, les exploitants peuvent prétendre à un PSE ici. D'accord. Et donc un PSE, c'est un paiement. Donc toi, tu touches quelque part un paiement pour les services que tu rends à l'environnement et certainement à la collectivité, qui correspondent à des pratiques de base, mais qui te poussent aussi à réaliser des pratiques un peu plus avancées, quoi. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. On touche une subvention en fait parce qu'on a des pratiques qui sont durables, qui sont bonnes pour l'environnement, pour la qualité des eaux. Et c'est incitatif parce que par exemple cette haie, elle a été implantée il y a 4 ans en se disant elle sera utile pour le PSE parce qu'elle amène des infrastructures agroécologiques en plus, elle amène un bienfait pour l'environnement parce qu'elle va limiter l'érosion des sols, elle va limiter le ruissellement, des choses comme ça. Et puis pour nous, on y retrouve notre compte aussi pour le bien-être animal, pour les animaux et tout. D'accord. Je pense que s'il y a des auditeurs qui sont intéressés pour en savoir un petit peu plus, nous on va tourner une vidéo pour comprendre plus dans le détail comment ça s'est mis en place, comment ça fonctionne. Si vous aussi, vous avez l'impression de rendre des services à l'environnement et puis peut-être, j'allais dire entre guillemets, aux citoyens français, et que vous êtes prêts à peut-être faire des pratiques et toucher pourquoi pas un petit complément de revenu, allez voir la vidéo qui va suivre juste après. Et nous, on continue donc avec Clément pour parler du projet qu'il a, refaire des vaches en production laitière alors qu'on n'en a pas à la base. C'est pas commun. Allez, c'est parti. On arrive dans la dernière partie de cette vidéo. On va essayer de parler un peu du projet que tu as. Tu me l'as expliqué. Tu veux te remettre à refaire du lait pour faire de la transformation de fromage. C'est pas commun. D'habitude, les éleveurs arrêtent le lait parce que c'est trop contraignant. Ouais. Alors, c'est quoi ce projet, cette idée? Ça vient de quand? Alors, cette idée, en fait, moi, c'est un petit peu un rêve de gosse. D'accord. Quand j'ai eu fini mes études, j'étais parti dans l'idée, je m'étais dit, j'ai envie de faire du fromage, voilà, c'est mon truc. Et donc, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le stage des 6 mois, qui était avant l'installation. Je l'ai fait. Voilà, et puis moi, je crois que j'ai fait partie des derniers à le faire. D'accord. Et du coup, je suis allé dans 2 exploitations où il y avait de la transformation fromagère. D'accord. J'ai appris à faire du fromage, je me suis un peu confronté au métier. Tu as découvert si ça te plaisait ou pas? Voilà. Alors ça m'a plu, j'ai adoré ça. D'accord. Mais je me suis quand même rendu compte aussi, je me suis dit, mais tout seul, c'est un travail de fou furieux. D'accord. C'est compliqué d'avoir une vie familiale et une vie active ou sociale à côté, et en plus en fait En plus de l'élevage. En plus de l'élevage, de la transformation, de la commercialisation. Tout seul, ça me paraissait un petit peu un pari un peu fou. D'accord. Donc j'ai un petit peu laissé cette idée de côté. Et donc ce qu'on disait tout à l'heure, je me suis installé en Vaux-sous-la-Mer à la suite de mon père. Ouais, tu as essayé de continuer un système, déjà poser les choses, te mettre en place. C'est ça, exactement. Voilà, disant, mon expérience. On va y aller petit à petit, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis au bout de 8 ans, un peu l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de la production de Vaux-sous-la-Mer. Un petit peu des tendances de société aussi sur le bien-être animal, sur des consommations de viande qui diminuent. Ce qu'on disait tout à l'heure, tu dis je suis plus trop dans le sens de ce que j'ai envie de faire. Ouais, c'est ça. Est-ce que je suis vraiment dans le sens de la marche aussi, de l'avenir et tout ça? Et donc de se dire peut-être que c'est maintenant, il faut peut-être ce projet de fromage, là, cette envie de faire du fromage et du lait, c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire. C'est même ta compagne qui t'a donné un petit coup de fouet, c'est ça? Un petit coup de pied aux fesses, elle m'a dit t'arrêtes pas de m'en parler, plutôt que d'en parler, fais quelque chose, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait alors? Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son ordinateur, elle a ouvert et on a mis des petites annonces sur Objectif Terre, sur des choses comme ça. Et puis
Et puis de fil en aiguille, il y a des gens qui m'ont contacté, c'est pas forcément passé parce que les projets ne correspondaient pas. Ouais. Objectif Terre, c'est un endroit où on discute avec d'autres, entre porteurs de projets et puis agriculteurs. Exactement, c'est ça, ça met en relation des porteurs de projets et des gens qui sont hors cadre familial, qu'on appelle, donc qui aimeraient s'installer, devenir agriculteurs, mais qui n'ont pas de foncier, qui n'ont pas de structure. Et donc ben, ça fait matcher ces personnes-là, et puis voilà quoi. Et c'est là que j'ai rencontré donc Céline, qui m'a contacté, qui m'a dit ben voilà, moi votre projet m'intéresse, j'aimerais qu'on se rencontre. Donc on s'est rencontrés, on a discuté, le courant est passé, donc on a fait un stage, ce qu'on appelle un CEFI, qui est porté par la région Occitanie. Donc elle est en stage avec moi depuis le mois de mai dernier. Et on s'entend très bien, on a les mêmes idées, et donc c'est de dire aujourd'hui elle est en parcours à l'installation pour s'installer. C'est pour ça qu'elle n'est pas là, c'est dommage, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle vu qu'elle est en parcours à l'installation. C'est ça. Le projet il avance quoi. Le projet avance, et donc l'idée c'est ça, c'est faire du lait sur l'exploitation avec une quarantaine de vaches laitières. Tu t'es donné un objectif de démarrer quand ? Alors l'objectif de démarrer, du coup notre objectif c'est donc l'installation de Céline avec création de la société 2025 et lancer la transformation et la production fin 2025, début 2026. D'accord. Voilà, ça c'est à voir, il y a quand même ça va laisser une bonne année de mise en route. Le temps qu'il y ait l'installation, qu'il y ait le montage des dossiers, les demandes d'aide, des choses comme ça, d'investissement, ça prend du temps, on a envie de faire les choses plutôt bien, de ne pas se lancer tête baissée. Donc on a envie de réussir, de faire, puis de faire ça pas à pas et de cranter marche par marche. Voilà, quoi. Ok, objectif de production, tu me disais en fromage, qu'est-ce que tu vas produire comme fromage ? Alors l'idée, c'est d'avoir une production traditionnelle de tomes. Tomes des Pyrénées, ça c'est vraiment le fromage du coin. Ça peut pas faire autrement. C'est compliqué, puis moi j'aime ça en plus. D'accord, donc c'est une volonté aussi personnelle. Ah oui, bien sûr. Et puis après on aimerait bien aller sur des produits un petit peu différents, par exemple de la raclette pour l'hiver, c'est quelque chose qui peut plaire. Il y a de la restauration dans le coin, il y a les montagnes, il y a le tourisme. Je pense que l'hiver c'est quelque chose qui peut fonctionner. Et pourquoi pas de la mozzarella pour l'été. D'accord. Pareil, ça c'est un produit qui a un peu le vent en poupe, et puis pareil, c'est des choses qu'on aime, puis on a envie de travailler des choses qu'on aime aussi, quoi. D'accord, donc tu vas t'orienter vers des productions ou des consommations qui sont de plus en plus évoluées. Le fromage, on mange de plus en plus de mozzarella et de raclette, mais on mange moins de fromage de table, j'allais dire, au couteau. Exactement, et puis pourquoi pas aussi essayer des nouvelles saveurs, des tomes avec des goûts, avec des fleurs, des choses comme ça, dedans. Voilà, savoir être à l'écoute aussi du consommateur, aller le chercher, voir ce qu'il recherche, est-ce qu'il est prêt à goûter des choses innovantes ou pas, on verra, ou est-ce qu'ils veulent vraiment quelque chose de très traditionnel. Voilà, nous on est prêt à évoluer, à écouter, à être vraiment à l'écoute et à recevoir des choses du consommateur, et plutôt que d'être en flux poussé, là, à amener un produit et puis essayer de le vendre, apporter, répondre à un besoin. Exactement. D'accord, c'est le sens de ce que tu fais depuis un moment. Vous mettez où la salle de traite alors ? Et alors nous, notre projet, c'est de traire au champ. J'avais une expérience en Savoie de traite mobile, j'avais adoré ça. Mais c'est pas un peu ancestral, ça ? C'est pas une contrainte rétrograde, entre guillemets ? Je sais pas. Alors je sais pas si c'est rétrograde, mais en tout cas, ça vient d'une contrainte de l'exploitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, l'exploitation, elle est basée sur le pâturage thermodynamique, comme on en a parlé. Sauf qu'autour de mon bâtiment, il y a 2 hectares et on ne peut pas faire pâturer des vaches toute l'année. On a dû voyager un petit peu pour les amener, c'est une contrainte à la journée, une heure de temps que si tu veux les sortir, rentrer et compagnie, c'est beaucoup quand même de temps, quelque chose. Et donc on s'est dit, pourquoi pas traire les vaches au champ, quoi. On va pas ramener les vaches à la salle de traite, on va plutôt ramener la traite. Le lait, et puis on traira les vaches au champ et on ramènera le lait à la stabu. Sachant que les systèmes modernes, entre guillemets, qui existent, sont beaucoup plus évolués aussi que ce qui existait à une époque. Et je vais pas dire que c'est moins de contraintes que d'avoir une salle de traite, mais ça se fait tout à fait. Ça se fait tout à fait, les choses ont bien évolué, il y a vraiment eu des grosses évolutions, il y a de la traite par l'arrière, il y a des épis conventionnels, voilà, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui en traite mobile. On a découvert des choses nous aussi du coup aussi intéressantes, et nous on n'y voit pas de contraintes, et puis en plus vraiment il y aura l'aspect bien-être animal avec des animaux qui sont dehors le plus longtemps possible, et pour nous ça c'est vraiment le cœur du système. Le cœur du système c'est l'animal, son bien-être, le pâturage, et puis après avoir un lait de qualité, et voilà. Et puis comme disent les Scandinaves, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements. Alors,
D'accord. On s'habillera. Ouais, sachant qu'il y a beaucoup d'endroits où les animaux sont tout le temps à l'extérieur et ça se fait tout à fait bien, quoi. Exactement. Voilà. Le modèle français n'est peut-être pas le même modèle que les autres, mais pourquoi pas adapté à ta structure, et c'est plutôt, plutôt pas mal. Le projet, vous allez le réfléchir sur l'année 2025, vous allez aller voir des agriculteurs qui le font pour la transformation, pour la traite. Comment vous avez prévu ça? Parce que comme tu dis, tu veux bien le réfléchir. C'est aller rencontrer d'autres personnes pour tirer leur expérience? Ah oui, oui, complètement. Nous, on adore ça en plus. Ça permet vraiment d'aller rencontrer d'autres personnes. On a déjà commencé à faire quelques visites. On a déjà rencontré un agriculteur qui fait de la traite mobile, un système bio, mais ça marche très très bien. Un pâturage tournant aussi. Pour lui, c'est quelque chose qui marche, qui vont tout à fait ensemble. Pâturage tournant, traite mobile, ça marche bien, quoi. Pareil, des éleveurs en montagne aussi. Où c'est sûr que la traite mobile est plus, s'y prête plus parce qu'il y a des alpages, il y a des choses comme ça. Du coup, c'est plus facile avec la traite mobile. Et à chaque fois, des bons retours d'expérience. Pour les fromageries, pareil. Le but du jeu, c'est d'aller rencontrer des gens qui sont déjà un peu confrontés au métier, qui ont déjà qui sont rentrés dans des murs. Et puis, si on peut avoir des retours d'expérience, nous, on prend, quoi, parce que c'est toujours bon, et puis ça permet de rencontrer des nouvelles personnes, de prendre du recul aussi, des fois aussi peut-être que ces personnes-là nous mettent le doigt ou sur un point un petit peu dangereux. Où vous n'avez pas la connaissance, pas réfléchi suffisamment. Voilà, faites attention à ça parce que vraiment là il y a un enjeu. Voilà, je pense qu'il y a tout à prendre des gens qui ont de l'expérience. Ouais. Bon, si vous avez de l'expérience et que vous voulez la transmettre, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit message. Et puis comme ça au moins tu auras peut-être un retour par rapport à cette expérience-là. Ça serait super. Écoute, merci Clément, je te souhaite un beau programme pour 2025, une belle installation. Voilà. Et puis, moi, je vais continuer pour faire la fin de ma petite vidéo. Je te dis merci, c'était vraiment sympa et en plus, on a du beau temps. Magnifique. Super. Merci. Merci Thierry. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo que je vous l'ai dit. Alors si vous avez trouvé que la ferme de Clément et bientôt de Céline, sa future associée, est intéressante, n'hésitez pas à voter pour eux. On vous met le formulaire simplement ici en dessous. N'hésitez pas aussi à leur mettre des commentaires ou tout simplement des retours d'expérience. Ça leur fera certainement plaisir. Et puis, si vous voulez participer donc à ce concours, vous pouvez bien entendu voter pour tout le monde. Vous retrouvez la playlist de toutes les vidéos juste ici en dessous. N'hésitez pas à participer. On mettra les résultats au Salon de l'Agriculture 2025 où tous nos agriculteurs seront invités. Voilà, en tout cas, c'était une superbe visite. Si vous trouvez que cette ferme, avec son originalité, l'utilisation des prairies, le pâturage tournant dynamique, la production de fromage qui va se remettre en place, ce qui n'est pas commun, vous voulez les encourager, allez-y, votez. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la plus belle ferme de France, toujours pour expliquer l'agriculture. Allez, je vous laisse, ciao!